Salut à tous, Pro Cycling Manager 2022 est donc sur le point de sortir, ou déjà sorti, suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Ce qu'on peut constater, c'est déjà, quand on prend le jeu en main, une bonne surprise. Une première bonne surprise, c'est dans les réglages. On a une variabilité de forme du jour qui a été introduite. C'est-à-dire qu'en fait, on peut décider si on met l'option à 0 que la forme du jour sera la forme prévue. Et puis après, vous avez la possibilité de régler ce différentiel entre 1 et 5, suivant que vous voulez une grosse dispersion en fait, des formes du jour qui vont être aléatoirement décidées en fonction de votre forme prévisionnelle. Donc c'est déjà une première bonne nouvelle de voir un truc pareil. Donc après, rien ne change vraiment. Vous avez les mêmes options que ce qu'on connaissait. Ils ont juste rajouté un volume général pour gérer tous les volumes annexes. Sur les périphériques d'affichage, pas grand chose, options graphiques. Bon voilà, modding, j'y suis pas vraiment encore. Ce qu'on va déjà regarder, puisque moi ce qui m'intéresse de manière totalement prioritaire, c'est le mode carrière. Ce qu'on peut regarder, et je suis sur la database par défaut, bien sûr, sur un tout début comme ça de saison, euh, c'est qu'un nouveau système de détection a été mis en place. Alors si par exemple on va chercher une équipe comme, allez, on va dire Jumbo Visma, juste pour tester, on va s'apercevoir déjà de plusieurs choses. Mais allons-y. Ah oui, allons-y. On va dans l'onglet ici de l'effectif et on va tout de suite se retrouver avec un nouvel onglet à droite qui est beaucoup mieux pensé et qui est vraiment bien amélioré par rapport à ce qu'on connaissait auparavant. Vous avez là, c'est sur ce sujet-là d'ailleurs qu'il y a eu pas mal de communication qui a été faite avant la sortie du jeu. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez avoir vos recruteurs, donc on peut également les retrouver dans le staff, ce qu'ils appellent les éclaireurs. Donc là, par exemple, on est en présence de Mark Janssen qui a une note très élevée pour ce qui est d'aller repérer sur les Pays-Bas, Benelux, France, Danemark de manière dégressive. On a un Arnaud Romero avec Colombie, Espagne, et on l'a compris, donc voilà, des territoires différents. Et puis, par exemple, ici aussi, un coureur, un scout, pardon, qui va être plus sur l'Espagne, sur l'Amérique du Sud. C'est un exemple. Après, qu'est-ce qui empêche d'aller, par exemple, en recruter toujours de la même manière que ce qu'on pouvait faire auparavant? Et vous allez avoir le détail des territoires qui va apparaître sur chacun des recruteurs que vous pouvez éventuellement viser. Donc ça paraît vraiment intéressant cette histoire-là. Voilà, Benelux, Pays-Bas, voilà par exemple. On va en engager un nouveau parce que je trouve que ça manquait un petit peu de scouts du pays. On est sur une équipe quand même qui est orientée au niveau des nationalités. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir cliquer sur un pays ou une zone. Alors là, par exemple, je clique sur l'Europe. Et au sein même de l'Europe, évidemment, moi j'ai envie d'aller donner quelque chose à Wim de Jong. On va lui donner par exemple, voilà, Belgique ou Luxembourg, non. Pays-Bas, allez tiens, si on lui donnait Pays-Bas, regardez, c'est intéressant parce que je reclique sur Belgique, Luxembourg. Vous avez quelque chose qui va apparaître en plus aux Pays-Bas, c'est, bah oui, les Pays-Bas, c'est le QG de l'équipe. Donc, bonus important sur la connaissance. C'est bien pensé, il faut l'avouer. Vous avez d'autres petits badges là qui sont proposés juste à côté. En possédant beaucoup de coureurs du territoire concerné, on va se retrouver avec un bonus de connaissance du territoire pour
nos recruteurs. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Bonus de 4 points grâce au coureur suivant. Donc y a comme ça des petits insignes. On se rapproche de choses qu'on connaît dans d'autres jeux. Et c'est une bonne chose. Puis après, vous allez pouvoir par exemple l'attribuer, votre territoire, à, ben voilà, en l'occurrence, vous voyez Wim de Jong. On a 3 points ici de base. Ça veut dire que je pense que tout cela va continuer crescendo. C'est ce que j'ai remarqué en fait sur une autre partie. On va l'envisager juste à côté. Vous vous retrouvez donc avec la possibilité d'attribuer des territoires. Alors, regardez par exemple ce qui se passe si j'ajoute, bah allez, au hasard, la Belgique, à Wim de Jong. Vous allez avoir encore, comme il est mythique, vous allez avoir une grande efficacité encore pour ce recruteur-là, sur ce territoire-là par exemple. Bonus de 2 points grâce à la présence de Van Aert, de Benoît, etc. Bonus de 5 points sur la connaissance du territoire. Donc voilà, vous allez avoir pas mal de choses qui vont être intéressantes. Chacun va s'amuser ensuite. On pourra éventuellement voilà, sortir de l'Europe pour revenir sur une autre zone qui peut être celle-ci. Hein, imaginons voilà, Colombie pour Romero, puisqu'apparemment il a quelque chose de bien en Colombie. Il est assez capable. Pourquoi pas envisager autre chose encore. On va voilà, mettre un petit peu quelque chose. Voilà, allez, Argentine, peu importe. Regardez ce qui va se passer. Je peux lui rajouter quelques territoires. Je peux lui rajouter, vous voyez, il a une zone maintenant et un pays, tout comme Pays-Bas aussi et Benelux. Et puis, si par exemple je décide de lui rajouter le Brésil, voyez-vous, bah, c'est déjà fait, en fait. Hein. C'est déjà fait puisque il y a un territoire et un pays qui vont être comme ça attribués, ce qui est plutôt pas mal. Efficacité double, car l'éclaireur a une charge de travail allégée. Donc ça veut dire que si par exemple je rajoute la zone, on va dire, d'Amérique centrale, on va par exemple se demander si on rajoute la République dominicaine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a encore une grande efficacité. Donc, on va continuer, on va lui rajouter peut-être un petit peu trop de travail pour constater que, à ce moment-là, notre Romero Arnau, regardez, oui, là on lui en a demandé beaucoup trop. Hein, donc, c'est important. Le passage comme ça, ici, pour ce recruteur-là, de renommée internationale, vous allez avoir une moindre efficacité si vous le surchargez, ce qui paraît complètement légitime. Voilà, donc pour faire joujou chacun avec ces choses-là. Toutefois, autre chose que je voulais vous montrer, ce qui est évident, c'est que des rapports de détection vont ensuite arriver au fur et à mesure du temps. Voilà par exemple ce que j'ai obtenu. J'ai missionné mes 3 recruteurs, par exemple avec une partie de simulation avec Astana. Je me suis retrouvé avec quelques zones que j'ai ciblées, bon, un petit peu en cohérence avec ce que peut être cette équipe, et puis on se retrouve alors avec plein de rapports qui s'amoncellent sur le bureau du directeur sportif, avec le début de l'évaluation progressive par des notes de tous les coureurs qui ont été évalués. Si je recherche par exemple à ce stade-là les coureurs qui vont avoir la meilleure note en montagne au moment où je suis, c'est-à-dire le 25 mars, on va se constater que voilà, on a quelques types à 63, 62, etc. Les choses évoluent, je dirais, de façon progressive. Un bon descendeur futur peut être cet espagnol ou bien ce kazakh. Voilà, il y a comme ça les choses qui vont évoluer progressivement. Vous allez avoir une évaluation globale qui va être faite et un potentiel
qui va être délivré au fur et à mesure. Si je clique sur le coureur, évidemment nous sommes sur une évaluation encore incomplète à ce stade-là. Vous voyez, il faut attendre encore un petit peu de temps. Il y a du travail qui se fait de manière progressive et c'est plutôt une chose que je qualifierais de vachement intéressante. Donc voilà, autre chose au niveau de l'évaluation. Et ça nous met directement sur quelque chose que je trouve bien au final. Regardez Miguel Angel Lopez, il est évalué avec 5 unités d'évaluation, ok, mais on n'a plus l'overall global. Et ça, je trouve pas ça mal non plus. On n'a plus cette... je sais pas si c'était votre cas à vous, mais moi, c'est quelque chose qui me gênait à l'arrivée. C'est-à-dire qu'en fait, cet overall ou global, on n'en avait pas vraiment besoin, puisque tout ce qui va compter, c'est quoi? Ben oui, c'est le détail des caractéristiques primaires, ça va être l'évaluation des caractéristiques physiques de votre coureur, et vous avez ensuite vos caractéristiques secondaires. On peut regarder par exemple ce que donne quelqu'un comme Alexei Lutsenko. Vous avez aussi le restant de potentiel à développer ici. Je veux dire qu'en fait, vous voyez qu'ici le coureur possède encore une petite marge. En tant que puncher, on pourrait aller chercher un peu plus que les 5... allez, c'est pas des étoiles, les 5 disques là. Voilà. L'interface, je trouve, est intéressante. Elle a été modifiée. On a toujours les petits onglets qu'on avait sur le précédent, où on peut aller constater ce qu'a fait notre coureur sur telle ou telle course. Et ça, c'est vachement bien. Il y a quelque chose, donc toujours notre barre, notre question de fatigue, notre question de moindre rendement. Mais ça, j'ai développé sur PCM 2021, j'en ai parlé. Ça ne change pas. Moindre rendement lorsque la fatigue commence à être plus importante, tout simplement. Vous voyez toujours le principe du pic de forme, toujours la question de l'entraînement qu'on va comme ça attribuer. Vous avez une moindre efficacité dès lors que vous dépassez les 8 coureurs. Je continue à faire des petits tests, moi, ça m'amuse. Et qu'est-ce qu'on va constater? Tiens, il a un petit peu baissé le bougre. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel je ne veux pas m'attacher trop parce que on peut pas dire que ce soit très très remarquable dans tout ce que j'ai pu observer. Fellini également qui régresse un peu. Sur quelqu'un comme Vincenzo Nibali, apparemment la régression ne s'est pas encore exercée. Quelqu'un comme Javier Romo, l'ancien triathlète, ça monte. Ouais, bon, voilà. Vous avez moi, j'ai pas de commentaires particuliers à faire sur les évolutions. Je n'ai pas encore assez de recul. En revanche, tiens, Battistelli, on pourrait la regarder. Battistella, pardon. Non, pas de choses à voir. Non, mais il y a un truc génial qu'ils ont mis. C'est les meilleurs résultats en carrière de tel ou tel coureur. Alors, comme ça, si vous allez sur quelqu'un comme Fabio Fellini, apercevez que voilà, son principal fait d'armes sur les grands tours, ça a été de gagner le maillot par points sur la Vuelta, c'était en 2016. Vous avez une victoire d'étape en 2017 sur le Tour de Romandie, etc., etc. Vous avez comme ça des choses qui sont assez intéressantes, je trouve. 4e de Paris-Roubaix, Gianni Moscon en 2021. 3e du Lombardia. Voilà, c'est assez amusant d'avoir comme ça des lignes de palmarès, on va dire, remarquables, qu'on va retrouver ici. Bon, même si on les a tous plus ou moins en tête, mais je trouve ça quand même très très intéressant d'avoir rajouté ce petit truc qui va évidemment se compléter au fur et à mesure. Hein. C'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Donc, on se retrouve là avec un jeu qui, sinon, ressemble à ce qu'on a pu voir déjà par le passé. On est sur les mêmes systèmes d'interface générale. Vous le voyez bien, hein, c'est la même chose que sur PCM 21. Cette interface, même s'il y a des petits éléments comme ça qui ont été ajoutés, comme par exemple l'évolution de la détection
dans cet onglet-là qui servait pour le moral précédemment. Au niveau de l'onglet sponsor, pas de nouveauté particulière, me semble-t-il. On a comme ça une stabilité aussi sur l'onglet des équipementiers. Négociations évidemment se feront au moment de la renégo du sponsor. On a comme ça aussi cet onglet qui n'a pas changé. Cet onglet est resté identique sur les équipes nationales. Cet onglet est resté identique par rapport à ce que nous avions sur le 2021. Puis après, donc, la principale nouveauté de cet onglet, l'onglet numéro 2, l'onglet équipe, ça va être cette détection dont je vous ai parlé juste avant, sachant que vous avez toujours une stabilité au niveau matériel, stage, staff. Staff a quand même subi une évolution, c'est que quand vous cliquez sur votre entraîneur, là, vous avez le détail des coureurs qui sont sous ses ordres à l'entraînement. Ce que je trouve pas idiot du tout. Donc, ce qu'on pourra également regarder, c'est que le calendrier, l'onglet est resté relativement similaire. Et on peut envisager une question maintenant très très importante, celle des objectifs et de la planification. Parce que si je fais juste le tour, pas de truc particulier par rapport à tout ce qui est dernier résultat, classement, espoir, temps fort. Vous avez comme ça des choses qu'on connaissait, pas de commentaires particuliers. On va s'apercevoir aussi qu'on peut rechercher, comme avant, les coureurs en fin de contrat. Par exemple, voilà, je peux les classer, etc. Carapaz, Valverde, Cavendish, etc. Donc, ce qui peut être intéressant maintenant, c'est de dire un mot par rapport à quoi? Par rapport à la planification. Donc là-dessus, autant prendre une page vierge et se rendre compte que le système d'objectifs a quand même été volontairement amélioré. Regardez, on va faire un truc un peu, comment dirais-je, un peu violent. On va, par exemple, sur Primož Roglič, on va considérer que ce qui a été mis ne va pas et on veut supprimer tous les objectifs des coureurs sélectionnés. Donc on va se retrouver avec quoi finalement? Une ligne vierge. Je peux faire la même chose avec le Wout, etc., etc. Ou alors même carrément sélectionner tout le monde et tout effacer. Puis après à gauche, je vais avoir tout. Je suis sur un tableau finalement ici qui est assez général. Il n'est pas conseillé de prévoir 4 pics juste parce qu'il y a 4 zones de pics de forme. En tout cas, du coup, 4 zones d'objectifs. Excusez-moi, ça va peut-être de pair avec une recherche de pics de forme, mais ça peut ne pas être le cas. J'ai remarqué que l'ordinateur, par défaut, avait tendance, pour un coureur donné, à occuper seulement 3 cases. Et donc laisser une case peut-être un petit peu en jachère à voir ce qui peut être fait. Si on s'intéresse à la faisabilité de tout ça, on s'aperçoit quand même que, regardez, c'est assez, si je fais une petite simulation, regardez, imaginons on met Tour de France, on met Vuelta pour Roglič, on va par exemple se dire que Roglič doit avoir une première période de saison. Attendez, j'ai raté quelque chose ici. Je pense, course par étape, voilà. Par exemple, voilà, il va essayer d'aller sur Paris-Nice sur la première période de l'année, sur les 3 premiers mois. Voilà, on peut faire ceci. Après, rien ne nous empêche d'aller encore mettre d'autres choses, ou alors de parfaire la chose. Voilà, hop, petite croix au-dessus de l'objectif si je veux le virer de manière rapide.
hein. Donc c'est assez intéressant, je trouve, ce système a évolué. Et honnêtement, autant quand ça va pas, on ose le dire, autant quand ça va, je crois qu'il faut pas se priver de le dire également, hein. Donc par exemple, voilà, Amstel, Flèche, Liège, petit ajout, Imprimos, voilà, un exemple de choses qu'on peut faire. Et je trouve que ça va relativement vite. Imaginons que nous souhaitions, c'est un hasard absolu, hein, demander à Jonas Vingegaard d'être le lieutenant de Roglic sur toutes ces courses-là. Eh bien, je croyais avoir vu qu'il y avait la possibilité de copier. Tiens, je me suis peut-être un peu enflammé, mais non, apparemment. Euh, bon, bah après, j'avoue quand même que ça va relativement vite. Regardez, imaginons que je cherche à sélectionner les coureurs qui vont aller. Je fais ça, hop, pour désélectionner éventuellement tout ce qui est en trop. Si on veut se dire, voilà, bah écoute, Vingegaard, tu vas avec Tom Dumoulin, avec peu importe en vérité, avec voilà Fini, avec quelqu'un comme Tobias Foss, vous serez en charge du Giro. Et ben voilà, c'est facile, je les ai sélectionnés, clac, on ajoute. Allez, il faut quand même admettre que c'est beaucoup plus digne de ce qui avait été proposé sur PCM 21 et ça va permettre à tout le monde une meilleure utilisation du jeu. Donc je trouve que c'est quand même très positif. Après il y a encore le détail, hein, si on veut aller en profondeur pour regarder les choses, il n'y a pas de problème, c'est faisable. Il est où notre ami Primoz? Voilà, avec toujours dans le détail les formes cibles à 95%, les formes cibles à 100%, les semaines de coupure également qui peuvent être définies. Donc non, tout ça est intéressant parce que on sent qu'il y a eu une réaction par rapport précisément aux réactions des joueurs vis-à-vis de PCM 21. Donc je suis assez enthousiaste. Peut-être que c'est la seule chose qui pourrait, on va dire, mettre un bémol sur cet enthousiasme, c'est que non, le plus-moins n'existe toujours pas, hein, pour ce qui est des formes. Donc évidemment, elles sont automatiquement prises en charge par le jeu en fonction de ce que vous avez disposé comme objectif. Voilà. Donc ça, c'est le petit bémol. Nous n'avons pas eu le droit à un retour qu'on aurait pu espérer, un retour à l'ancien système de planification. Voilà. Donc, ceci mis à part, je pense qu'on est pas trop mal et cette version demande à être creusée, je dirais, au niveau de tout ce qui peut être détection, donc, puisque c'est le principal aspect du jeu sur lequel l'accent a été mis, avec là aussi, moi je trouve c'est pas mal cette variabilité qui est augmentée au niveau des, enfin, qui est plus flexible au niveau des formes du jour, et puis comme ça des petits ajustements de type, ben ok, voilà, j'ai une meilleure interface, je vois mieux les choses. Fin de l'overall que je trouve être une très bonne chose. Vous allez me dire, oui, c'est l'évaluation qui va remplacer, certes, mais au moins on sera plus là avec, je vais dire une bêtise, mais Cavagna qui va être à 80 d'overall et un coureur qui est beaucoup plus évalué dans le peloton, qui va se retrouver à 79 et qui gagne des grands tours. J'exagère en disant ça, mais l'overall devenait un peu aveuglant. Voilà, c'est juste ce que je cherche à dire par là. Je trouve ça vraiment une très très bonne idée de l'avoir supprimé. Deuxième partie de la vidéo, que serait une vidéo comme ça de découverte si je ne parle pas de gameplay ou de ressenti par rapport au comportement de l'IA? Lui aussi a été amélioré, je le pense, sincèrement. Donc je me suis un petit peu amusé avec mes Astana chéris. Et donc,
Pourquoi ne pas commencer tout de suite une prise en main de PCM par une arrivée au sommet du Pharaon pour Alexei Loutsenko. J'ai envie de dire, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais non, mais blague à part, c'est intéressant parce que il y a des petits enseignements là qui me paraissent vraiment importants. Vous avez vu par exemple Gazzoli, ici sur l'image qui est la nôtre. Vous voyez, en fait, la barre jaune et la barre rouge étaient en sous-brillance. Eh bien, c'est quelque chose qui a été donc une des améliorations. On va le regarder ici, par exemple, sur l'Estrade Bianche, quelques jours plus tard. En fait, j'ai l'impression, hein, alors là, c'est vraiment une hypothèse que je fais, mais bon, elle m'a l'air assez fondée. Je la partage avec vous, et puis vous me direz ce que vous en pensez, bien évidemment. En fait, la barre rouge et la barre verte du coureur commencent évidemment à se consommer. Pour moi, ce qui va rester, vous voyez par exemple Antonio Nibali, en haut là à gauche, il a une barre jaune qui est consommée par rapport à ce qu'il serait capable de récupérer s'il se reposait, c'est-à-dire s'il arrêtait de faire par exemple cet effort de protection que je lui demande. Il a donc une espèce de barre jaune maximale qu'il pourrait récupérer, et c'est valable pour chacun des coureurs. Et évidemment, il y a ce qu'il a consommé. Et là, vous voyez par exemple Antonio Nibali, il ne reste plus rien, il est complètement lâché, il s'est relevé. Et voilà, progressivement, il va récupérer comme ça de la barre jaune effective. Voilà, je pense que c'est très intéressant, parce que ça nous donne un élément supplémentaire. Alors, pas exactement sur le genre de coureur comme ça qui va se dévouer en début de course, mais dans l'absolu, on sait un petit peu où en est le coureur par rapport à ce qu'il pourrait éventuellement récupérer ou ne jamais récupérer. J'aime bien l'idée de la barre effective par rapport à la barre maximale récupérable à un moment T d'une course. Je trouve ça assez intéressant. Alors sur l'Estrade Bianche, il faut voir que il y a eu une élimination qui, aux alentours des 60 km, s'est faite de manière assez massive, le groupe s'étant restreint. Ensuite, moi j'avais une forme de surreprésentation à l'avant, ce qui m'a permis d'essayer de lancer quelques hostilités. Et j'hésitais, ça c'est anecdotique, j'hésitais à savoir qui allait jouer sa carte entre Vincenzo Nibali ou bien Moscon ou bien Lutsenko. À l'arrivée, on s'est dit bon allez, pourquoi pas tenter le coup du puncher quand même avec Lutsenko, mais bon, ce sont vraiment des tests. Je ne jouerai pas avec Astana plus longtemps, tout simplement parce que il y a trop de redondance avec Gazprom, mais c'est aussi ça qui permet de faire le gain. Vous voyez ici par exemple, attaque de Lutsenko, mais en fait, à part larguer mes deux coéquipiers, ça n'a pas produit grand-chose, puisque Carapaz, Trentin, Mollema et Fliegen ont pu suivre sans souci. Donc, il y a une forme d'attentisme de l'IA à des moments, mais en même temps, c'est aussi le cyclisme qui se veut stratégique à des moments. Allez hop, ici après, contre-attaque de Mollema ici. Donc, il faut bien se méfier. Moi, mon intérêt, évidemment, c'est que ça rentre de l'arrière, sauf si Lutsenko arrive à se débarrasser de ses 4 compères. Donc c'est ça qui va être à ce moment-là mon objectif, essayer de me débarrasser. On voit Matteo Trentin qui s'accroche fort bien à 5 km de l'arrivée, il semble très très fort. Du coup, je me relève, ça rentre, et d'ailleurs même mes équipiers rentrent, donc on va peut-être la jouer différemment. À ce moment-là, ouais, j'ai pas encore le pack Italia dessus, il y a encore pas mal de choses qu'il faut améliorer, j'attends les DB. Vous voyez Pack Italia, sa non-présence aux banderoles par défaut qui sont sur le côté. Hein. Et voilà, hop, une petite arrivée ici pour monter la Via Santa Caterina, un peu courte à mon goût, avec le virage. Et normalement ici, vous n'êtes plus jamais repris. Hein. Vous n'êtes plus jamais repris ici. Et ben en fait, incroyable mais vrai, on s'est fait reprendre en fait. On s'est fait reprendre, Trentin a bien récupéré sur le plat, sur le faux plat un peu descendant, et on se fait reprendre. Le plateau n'était pas exceptionnel, il n'y avait pas
le coureur monstrueux qu'on aurait pu attendre, ou les coureurs monstrueux type Pogacar ou bien Van Aert, etc. Jumbo-Visma étonnamment absent. C'est un petit bug qu'on connaît, mais ça peut se soigner. Je ne suis pas trop pessimiste par rapport à cela. Et on revoit au ralenti la toute fin où Trentin vient taper les deux Astana. Ok, ça fait partie du jeu. On apprend un peu. Et non, mais c'était assez intéressant. J'ai trouvé une certaine nervosité sur cette première version d'Estrade Bianche, tout en sachant que ce n'est peut-être pas le variant que je jouerai à l'avenir. J'ai laissé un peu, je n'ai pas influé sur quoi que ce soit, laissé un petit peu les choses se dérouler sans éditer quoi que ce soit aussi. Et c'est comme ça que très naturellement on arrive à Milan-San Remo, sur lequel Mathieu Van Der Poel fait figure d'épouvantail, ainsi que c'est son équipe d'Alpecin Phoenix avec Philipsen également ou Tim Merlier pour ce qui est d'une arrivée au sprint. Donc pas grand chose à signaler. Vous voyez, les formes du jour sont assez proches, puisque je suis resté sur un réglage à +3, -3 par rapport aux formes du jour prévisionnelles. Je sais pas quel sera mon choix à l'arrivée. Concrètement, on verra bien. Bon, il y a toujours les victimes de chute, ça c'est le truc qu'on voit. En l'occurrence, c'était Valgren, et du coup, Bettiol et un équipier l'ont attendu. Bettiol qui ici se met minable pour essayer de ramener Valgren, et ce sera chose faite. Bon, voilà, anecdotique, mais petite situation dont on a l'habitude. Parfois, c'est nous-mêmes qui sommes victimes de chute, et à ce moment-là, on n'est pas bien du tout. Attaque de loin de Van Barle, mais ça, on connaît. On voit des fois des coureurs qui sont pas favoris, mais qui sont outsiders, sortir comme ça avant la Cipressa. Donc là-dessus, au niveau comportement IA, je ne suis pas surpris. Nous l'avons déjà vécu. Ensuite, dans la Cipressa, ça va, c'est du grand classique, c'est-à-dire que pour sortir, faut être vraiment balèze. En l'occurrence, quand même, Alex Aramburu, regardez, arrive à sortir, balèze, très très fort, l'Aramburu, d'arriver à sortir ici, c'est pas mal du tout. Après, on sait que c'est toujours verrouillé par des équipiers qui roulent à blinde, et donc il n'y a pas moyen de sortir sur la Cipressa, même si ça peut être un petit défi qu'on peut se fixer un de ces jours. Voilà, fin de Cipressa, et après on prend le commandement. Alors du coup, je l'ai joué un peu bourrin, parce que je voulais voir si ce type de gameplay fonctionnait encore, ou si ce type de gameplay avait ses limites, et entre guillemets, il y avait une IA qui était capable de le contrer, et de venir nous empêcher de faire quoi. Si vous regardez mes vidéos, vous savez ce que je vais faire. Je vais durcir autant que faire se peut dans le Poggio. On a un coureur très intéressant du côté de chez Astana. C'est Battistella. Il est pour le coup assez polyvalent. Ce serait un peu un sous-Aramburu, si j'ose dire, ou un Fabio Fellini un peu meilleur mais plus jeune. Intéressant coureur. Et ici, c'est évidemment l'effort du lieutenant pour déposer le leader qui produit un énorme effort. Alors ici, donc, dans la descente, c'était pas vraiment à la cabine téléphonique. Dans la descente, on a Lutsenko qui se barre, plus à la Mohoric du coup. Et est-ce que ça va suffire? Alors après, tout est une affaire de gestion. À combien est-ce qu'on maintient notre effort? Ici, j'opte pour du 95, un petit peu de manière habituelle, faut l'avouer. Ici, regardez, Florian Vermeersch, qui essaye d'emmener le plus loin possible Kelly Obi-Wan, et ça ne suffira pas. Donc, le coup marche encore. J'étais un peu déçu quelque part que le coup marche toujours. Mais je pense que ma préoccupation sur les prochains Milan-San Remo que je jouerai, ce sera soit de faire quelque chose d'assez spectaculaire de loin, soit à ce moment-là d'essayer de gagner au sprint, bref, un truc qui se fait pas trop. Parce que le puncher qui s'impose de cette façon-là, je l'ai beaucoup proposé, et on a besoin un peu que les choses changent et de pas toujours proposer la même chose. Sans cela,
c'est peut-être un petit peu trop facile. Vu de Mathieu Van Der Poel, l'archi-favori de cette course, qui je trouve a entamé le Poggio bien trop bas dans le peloton. Pour moi, il doit être dans les 10 premiers, voire même dans les 5 premiers. Il laisse comme ça l'auto-sud. Alors, les Alpecin Phoenix ont donc été omniprésents pendant 95% de la course. Là, il n'y a plus personne pour faciliter le travail de Van Der Poel, qui du coup se retrouve victime de cette offensive Astana et qui se retrouve finalement bien moins, je dirais, entouré, préparé, emmené que ne peut l'être Caleb Ewan. Donc c'est assez paradoxal. J'étais assez déçu de ce qui se passe autour de Van Der Poel sur ce coup-là. Je trouve ça assez dommage. Pour moi, ça ne peut pas lui échapper avec sa note en vallon, avec sa résistance, avec tout ce que vous voulez. Donc, ok. Bon, pourquoi pas. Milan-San Remo, toujours une course un peu particulière sur Pro Cycling Manager. On peut pas dire que ce soit peut-être la course sur laquelle on soit le plus en présence de réalisme. Une course en revanche qui ne ment pas, c'est tout comme tout ce qui est de type flandrien, c'est le GPE3. Donc c'est là-dessus que je vais peut-être être le plus enthousiaste, vous allez voir. On va dire que 50 bornes de l'arrivée, c'est là que ça commence à se jouer. Il y a encore beaucoup de coureurs dans le peloton, vous allez voir, ça va pas rester encore si longtemps que ça. Nous sommes encore présents en nombre, mais regardez, Martinelli, c'est presque fini, Grousdef, c'est fini, Guidish, c'est terminé également, ce qui veut dire que finalement, on n'a plus de forces utiles très nombreuses, quoi. Et si Fabio Fellin est encore présent, et c'est un drôle de très très bon coureur, de par sa polyvalence et de par une certaine résistance aussi. Regardez, ici c'est très intéressant, ça a tendance à partir. J'aime quand les leaders, Colbrelli, ici, on sait que Van Aert a pris la suite, notamment quand les leaders sortent de loin et prennent des risques. Je trouve ça toujours excessivement intéressant. C'est le Paterberg, puisqu'on a un enchaînement après avec le vieux Quarmont. Et on a beau... Honnêtement, on s'est fait surprendre. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Colbrelli, Van Aert, alors c'est Boivin qui est sorti aussi, un peu moins favori, Boivin, mais pourquoi pas. Donc là, il y a une erreur de vigilance. En fait, ils nous ont bien surpris avec un gros coup d'accélération. Derrière, ils vont entamer le vieux Quarmont en position préférentielle. Ils sont devant, ils ont une jolie avance. Ils reprennent le reste d'échappée qu'il peut y avoir, on les aperçoit au loin. Du coup, ici, une réaction très vive va s'imposer. Un Boivin qui lâche. Très vive, regardez, il faut essayer de faire quelque chose pour essayer de rentrer sur ces hommes-là. Il y a Stuyven également, Oliver Nassen, qui accompagne notamment Van Aert. Et derrière, on va avoir un renfort inespéré, celui de Stefan Kung. Donc, pourquoi pas, il faut juste s'accrocher à lui. Pour Moscon, ça semble terminé. Sait-on jamais. Lutsenko, là on est battu, on est d'accord. On est battu. C'est parti au bon endroit. Lampart dirige le groupe de poursuivants. On perçoit également Laporte, mais qui ne collaborera pas. C'est bien légitime. On a également Dylan Van Baarle, qui peut avoir des ambitions. Ce type de course, c'est une très très belle note sur la database par défaut. Dylan Van Baarle. Mais devant, ça semble impossible. On ne rentrera jamais, en vérité. Alors, il y a ce petit endroit là, quand même, où quelque chose reste à tenter. Et ce, en plus, grâce au travail de Stefan Kung. Puisqu'en fait, Kung n'a rien demandé à Lutsenko. Il a produit un effort formidable. Il a permis à Lutsenko de revenir. Et regardez, bam, on va réussir à revenir sur le Quatuor. Quatuor, d'ailleurs, au sein duquel on peut pas dire que la collaboration soit phénoménale. Là, c'est un trait de réalisme intéressant. Finalement, personne n'aide Van Aert. Ça nous fait penser à des choses qu'on a déjà vues, ça. Personne ne souhaite aider Wout Van Aert. Et regardez, ils prennent pas les relais. Ça risque de rentrer si jamais on en reste à cela. Et regardez, attaque super intelligente à 20 bornes de l'arrivée. Attaque de Oliver Nassen. Qui va faire l'effort
Colbrelli le fait, très clairement. Lutsenko, bah, c'est pas à moi de rouler, les gars. Hein. C'est pas moi le plus fort. C'est pas moi le plus fort, donc c'est à vous de faire le jump. Si vous voulez revoir Nassen, si la victoire vous intéresse, moi, de toute façon, un top 5, ça me va 10 000 fois. Derrière, il y a un groupe de chasse. Hein. Ils vont probablement reprendre Stephen Kung. Et puis, là encore, aucun intérêt à collaborer avec Kasper Asgreen, avec les uns et les autres. Ici, on attend juste un truc, nous, c'est que Van Aert nous ramène. Point barre. S'il nous ramène pas, il nous ramène pas. De toute façon, Lutsenko n'a pas beaucoup de barres à ce moment-là et pas les possibilités de revenir sur Oliver Nassen. L'écart va se creuser. On va donc avoir ici, en direct, un enterrement de première classe où personne ne souhaite collaborer avec Van Aert. Je trouvais ça intéressant quand même comme config de course, c'est pour ça que je vous la montre. C'est que ça, c'est quelque chose qui arrive très facilement dans la réalité. Hein. Ce genre de truc. Le mec a la pancarte et personne ne souhaite réellement l'aider dans le final, parce que sinon, on sait tous qu'il va nous battre au sprint. Et donc, Nassen prend une avance considérable. Oui, mais voilà, le groupe de pourchasse commence à œuvrer, puisqu'il a repris les 4 hommes. Et là, par contre, regardez comme l'écart va se réduire. Ça va être spectaculaire. Devant, on a Oliver Nassen qui bute, indéniablement. Il commence à accuser le coup et parti à 20 bornes de l'arrivée, faut se souvenir. Et derrière, évidemment, les uns et les autres se relaient. Attaque, accélération, contre-attaque et compagnie. Et si Nassen, finalement, était repris, il reste 2 km environ, ça va sprinter. Tout ce qu'il faut savoir, c'est ce qui reste à Nassen en magasin comme force. Regardez ici, accélération de Ben Girmay. Ah là là, Ben Girmay. Non. Dommage. Dommage. On n'a pas réussi à revenir. Mais finalement, en étant assez passif et en faisant juste l'effort un peu plus tôt, on aurait pu presque ramasser la mise. Mais c'était, en tout cas, moi je trouve intéressant sur le plan du comportement de l'IA. J'ai bien aimé, et même si je peux pas vous le prouver de manière tangible, hein, j'affirme que oui, l'IA c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant, j'ose le dire. Et tout ça m'incite à un bel optimisme pour la suite. Alors, je vous retrouverai prochainement, pas ce week-end, mais je vous retrouverai prochainement pour le lancement d'une carrière, où on essaiera de se concentrer sur l'avancement d'une seule carrière, et où j'aurai l'occasion de développer encore pas mal de choses par rapport soit aux nouveautés, soit aux adaptations de l'IA, etc. Mais je trouve que c'est une version de PCM qui donne envie, et voilà, je voulais partager mon sentiment. Vous me direz exactement ce que vous ressentez au moment de la prise en main du jeu. Toujours intéressant de confronter ces impressions. À plus, bye bye.